Alors, le webinaire de ce soir, nous allons traiter d'une maladie rare, de l'hémophilie. Alors, ce soir, je suis accompagné de ma collaboratrice et collègue Catherine Lambert. Catherine, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, bon, on a pris un sujet, oui, une maladie rare, l'hémophilie, mais une maladie qui a connu d'énormes développements thérapeutiques qu'on veut partager avec vous ce soir. Et on va même récidiver, puisque dans quelques semaines, on parlera de l'hémophilie B. Alors, vous pourriez vous dire, bah, l'hémophilie, c'est une maladie rare, pourquoi s'y intéresser? Mais quand même, c'est une maladie qui a connu d'énormes développements et qui ouvre des perspectives, pas seulement pour l'hémophilie, mais pour d'autres maladies. Et c'est cet enthousiasme qu'on va tenter de partager au mieux avec vous ce soir. Alors, bon, l'hémophilie, le traitement a évolué énormément au cours des dernières décennies. On va parcourir cela avec vous. On dit même aujourd'hui que on vit une sorte de période d'âge d'or pour le traitement de l'hémophilie, compte tenu des innovations récentes qui ont un impact considérable sur la vie des patients. Et même si vous ne côtoyez pas au quotidien des patients hémophiles, eh bien, on va essayer de partager euh, ce que cela signifie dans le quotidien de chaque patient. Alors, l'hémophilie, Catherine, c'est quoi? Mais l'hémophilie, c'est une maladie héréditaire hémorragique. Comme vous pouvez le voir sur ces dias, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 1 an. Depuis son plus jeune âge, il présente des hématomes, des saignements inexpliqués, notamment quand ses dents de lait sont tombées ou sont sorties. Et puis, lorsqu'il tombe, eh bien, son genou s'est mis à gonfler, ce qui a mis la puce à l'oreille au pédiatre qui a fait une prise de sang. Une prise de sang de base coagulation, en général, comporte l'APTT ou le TCA. Et vous pouvez voir que chez ce jeune garçon, cet APTT est extrêmement allongé. Et donc, ceci a conduit au dosage des facteurs de coagulation, notamment le facteur 8. Et vous voyez que ce jeune garçon, son facteur 8 est quasi inexistant. Et sur base de ces résultats, on fait le diagnostic d'une hémophilie A sévère. Alors, il y a plusieurs types d'hémophilie. Lorsqu'il manque le facteur 8, on parle d'hémophilie A. Quand il n'y a pas de facteur 9, il s'agit de l'hémophilie B. Et le déficit va varier avec des patients qui sont classés comme sévères s'il n'y a pas du tout de facteur, modérés lorsqu'il y en a un peu, et légers lorsqu'ils sont un peu en dessous des limites de la normale. Et en fonction de la sévérité du déficit, les saignements vont être plus ou moins importants. Alors, chez les patients atteints d'hémophilie sévère, ce sont des saignements très particuliers qui touchent surtout les articulations comme les chevilles, les genoux et les coudes. Et puis, malheureusement, de temps en temps, les hémorragies internes plus graves, et ce qu'on redoute bien sûr le plus, c'est l'hémorragie cérébrale. Alors, le traitement de l'hémophilie, il a évolué au cours des dernières décennies. Alors, si on prend le cas, si ce jeune garçon était né en 1950, il aurait été traité par du sang total et le risque de décès par des complications hémorragiques était majeur. Dans les années 60, on a pu purifier du facteur 8 à partir de plasma et l'administrer à des patients, mais vous vous souvenez probablement que cela a été dramatique puisqu'il y a eu le drame du sang contaminé par le virus de l'hépatite C, le HIV, et de nombreux patients sont décédés prématurément de ces infections. Dans les années 90, on a fait des progrès avec des concentrés synthétiques de facteur 8, de facteur 9. On a pu donc améliorer leur sécurité et commencer à traiter les patients préventivement. Et en 2020, eh bien, l'ensemble des traitements dont on dispose s'est grandement étoffé avec des ambitions thérapeutiques totalement différentes. Alors parlons peut-être de la coagulation. Donc, je vous rappelle quand même les grands principes de la coagulation avec 3 étapes. La première, c'est l'hémostase primaire qui fait intervenir essentiellement les plaquettes et le facteur von Willebrand. Et puis, il y a la formation de ce caillot qui va être stable, qui fait intervenir cette fameuse cascade de la coagulation, dont le facteur 8, pour à la fin générer un caillot solide, la génération de thrombine. Et puis, quand ce caillot aura fait son travail, eh bien, il y aura la phase plus lente et prolongée de ce qu'on appelle la fibrinolyse. Alors bon, la cascade de la coagulation, c'est pas ce qui passionne le plus, mais pourquoi est-ce que les patients hémophiles saignent? Alors vous devez savoir ou vous souvenir que quand il y a une lésion vasculaire, eh bien, il va y avoir libération d'une protéine qui joue un rôle critique, qu'on appelle le facteur tissulaire, qui va s'associer au facteur 7. Ceci va entraîner le processus de coagulation qui va générer de la thrombine. La thrombine, c'est ce qui permet de convertir le fibrinogène en fibrine.
Quand on thrombose, c'est qu'on produit trop de thrombine. Quand on saigne, c'est quand on n'en produit pas assez. Mais vous voyez que la thrombine va enclencher un cycle d'amplification. Et dans ce cycle, le facteur 8, le facteur 9 joue un rôle critique. Donc vous aurez compris, si vous n'avez pas de facteur 8, si vous n'avez pas de facteur 9, ben vous allez saigner. Et d'autant plus dans les tissus où il n'y a pas beaucoup de facteurs tissulaires. Et on pense alors aux muscles et aux articulations. Alors, d'où vient ce facteur de coagulation? Le facteur 8 est produit par les cellules hépatiques. Et en cas d'hémophilie, eh bien, vous aurez cette absence de facteur de coagulation qui va entraîner les saignements, donc principalement dans les articulations et dans les muscles. L'hémarthrose, c'est la complication la plus fréquente des formes sévères, voire modérées de l'hémophilie A et B. Le problème, c'est qu'en cas d'hémarthrose, vous allez avoir du sang qui va progressivement abîmer le cartilage avec des lésions qui peuvent être irréversibles même après une seule hémarthrose. Et au fil du temps, lorsque ces hémarthroses sont répétées, eh bien, l'articulation va se déformer, conduisant à une arthropathie plus ou moins sévère, accompagnée malheureusement de perte de la mobilité et de douleurs chroniques. Donc l'objectif, c'est bien sûr de prévenir ces saignements, notamment sur le plan articulaire. Donc si l'hémophilie est une maladie du sang, ses principales conséquences touchent le système musculo-squelettique. Mais l'hémophilie, c'est une maladie très hétérogène. Oui, donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique, selon le taux résiduel de facteur 8 ou de facteur 9, on peut avoir des saignements plus ou moins prononcés. On a déjà exposé le cas de ce petit garçon qui très tôt dans la vie va avoir des saignements, mais vous avez des formes plus légères avec des taux de facteurs supérieurs à 6% jusqu'à 40% qui est considéré aujourd'hui comme les valeurs normales. Et vous avez des patients avec un âge bien plus avancé, même des patients gériatriques qui n'ont peut-être jamais eu de challenge hémostatique au cours de leur vie et chez qui le diagnostic peut passer inaperçu. Donc, il faut être vigilant avec des saignements répétés de façon inexpliquée, notamment après des gestes invasifs, des traumatismes ou des interventions. Et ce qui va souvent donc nous mettre la puce à l'oreille, c'est le fameux allongement du TCA. Et puis, ce qui est important à voir sur cette diapositive, c'est que dans le bas de la dia, vous avez ces gens qui ont une forme sévère, donc ils ne produisent pas de facteur 8 ou de facteur 9. Mais vous voyez que dès que vous avez un petit peu de facteur 8 ou de facteur 9 dans le sang, donc quand vous passez dans la catégorie dite modérée, ben vous saignez nettement moins. Et ça, c'est un message important. Ça veut dire que d'un point de vue thérapeutique, et ça a été l'ambition pendant des décennies, de faire en sorte que les patients qui n'avaient pas du tout, zéro, aient au moins un tout petit peu de facteur dans le sang pour limiter les hémorragies. Bon, ce n'est pas quelque chose de très ambitieux, mais on va le voir, ce n'était pas facile à obtenir. Alors, l'hémophilie, c'est pas seulement des sévérités, c'est deux maladies aussi. Oui, donc le facteur 8 et le facteur 9, ce sont des protéines tout à fait différentes, avec des tailles déjà fort différentes, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Donc la protéine du facteur 8 est beaucoup plus grande et beaucoup plus complexe. Elle a la particularité de se distribuer en intravasculaire et d'avoir besoin du facteur von Willebrand pour prévenir sa dégradation rapide dans la circulation. À l'opposition, le facteur 9 est une plus petite protéine qui se distribue tant dans le système intra- et extravasculaire et ça aura une importance sur le plan thérapeutique. Et au niveau génétique, les mutations responsables sont aussi tout à fait différentes. Mais donc, pour bien nous suivre dans cet exposé, donc vous aurez bien vu, le facteur 8, c'est une énorme molécule. Donc, elle est représentée ici dans la partie droite de la dia. C'est une molécule très, très complexe avec plein de domaines et les cellules ont parfois de grandes difficultés à la produire. Et comme vient de le dire Catherine, oui, si la molécule est plus grosse pour le facteur 8 par rapport au facteur 9, ben, le gène, il est également de taille différente. Il est beaucoup plus stable, beaucoup plus gros gène et la molécule est de plus grande taille. Et donc ça aura des implications en termes de diagnostic, d'analyse génétique et même de thérapie génique, parce que vous l'imaginerez, c'est beaucoup plus difficile de compenser la production déficiente d'une grosse protéine par rapport à une petite protéine. Alors aussi, ces molécules, bon, on l'a déjà dit, mais dans le corps, elles ne se comportent pas de la même façon. Et donc le facteur 8, il va rester dans le système intravasculaire. Ça veut dire que quand on va injecter du facteur 8, eh bien, ce qu'on va mesurer, c'est ce qui se passe réellement. Le facteur 9, c'est un petit peu différent. Il va se distribuer tant dans le système intra- et extravasculaire. Et donc, après l'injection de facteur 9, une grande proportion va migrer dans le système extravasculaire pour être
relargué progressivement par la suite. Alors, il y a un autre point important, c'est que le facteur 8, il ne faudrait pas se faire duper par sa taille, qui est impressionnante, mais c'est une molécule, elle est aussi grande que fragile. Et donc, pour la stabiliser, elle doit absolument, dans le sang, se lier à une autre protéine qui va la protéger, qu'on appelle le facteur von Willebrand. Vous avez probablement des patients qui ont une maladie de von Willebrand ou un déficit en facteur von Willebrand, mais ces patients vont peut-être avoir un problème avec leur facteur 8 qui ne sera pas bien protégé. Chez les patients hémophiles, le facteur 8, il est bien produit, euh, et il doit, enfin, pardon, chez les patients hémophiles, le facteur 8 n'est pas bien produit, et on verra que la présence ou l'absence de ce facteur von Willebrand a une influence majeure sur le traitement. Alors ici, bon, ce qu'on va discuter est assez complexe, et je voudrais quand même résumer quelques propriétés importantes de ce facteur 8. Donc, c'est une protéine de la coagulation, c'est un cofacteur, c'est une protéine complexe qui est produite par le foie, mais dans le foie, ce n'est pas les hépatocytes, c'est les cellules sinusoïdales. On va y revenir, c'est une protéine qui est rapidement éliminée. C'est une protéine qu'on doit absolument donner par voie intraveineuse, qui est immunogène aussi, qui doit être protégée par le facteur von Willebrand. Et comme on vous l'a montré, chez les patients qui ont une hémophilie sévère, il suffit de les corriger un petit peu pour qu'ils saignent nettement moins. Mais il ne faudrait pas non plus se laisser duper, on est loin d'une guérison de la maladie. Alors il y a un autre aspect aussi, c'est la génétique. Oui, donc l'hémophilie, c'est une maladie héréditaire liée à l'X, parce que la mutation est située à l'extrémité du chromosome X. Donc très longtemps, on a dit que l'hémophilie, c'était une maladie qui touchait les hommes et qui était transmise par les femmes. On sait aujourd'hui que suite à l'inactivation d'un des deux chromosomes X, une série des femmes porteuses pour l'hémophilie vont également être atteintes d'un déficit plus ou moins sévère en facteur et être symptomatiques. Et puis la transmission génétique, ben, elle est assez typique. Donc, elle est assez typique, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est le cas de l'homme hémophile qui aura des filles qui seront obligatoirement porteuses ou conductrices. Et puis, la femme porteuse qui a une chance sur deux d'avoir un garçon atteint d'hémophilie et une chance sur deux d'avoir une fille atteinte d'hémophilie lorsqu'il s'agit d'un fœtus féminin. Alors, quelques chiffres, en Belgique, il y a plus ou moins 1100 patients hémophiles et on estime qu'il y a plus ou moins 3 à 4 conductrices ou porteuses dans l'entourage de chaque patient. Ça fait quand même plusieurs milliers de patients. Et certaines de ces conductrices auront un déficit. Donc, nous avons dans notre pratique ici des patientes hémophiles, même certaines qui ont un déficit complet en facteur. Alors, l'histoire, ben, l'hémophilie a acquis ses lettres de noblesse à travers l'histoire, notamment à travers sa présence dans les familles impériales et royales. Et l'hémophile le plus connu, c'est le fils du tsar, qui était hémophile. Vous connaissez toute l'histoire, je ne vais pas m'attarder sur les détails, simplement pour vous dire que cette forme d'hémophilie, on a pu la caractériser a posteriori parce qu'on a retrouvé les corps, on a pu faire des analyses génétiques et c'était une hémophilie B sévère, donc pas une hémophilie A, mais pour tout connaître à propos de l'hémophilie B, vous reviendrez au prochain webinaire. Alors, chez les patients hémophiles, le facteur 8, il est bas, il peut être entre 0, il n'y en a pas du tout, ou 40%. Donc l'hémophilie, comme on l'a dit, c'est une large gamme de concentration. Alors les traitements, et Catherine va détailler ça dans la dia qui suit, mais ça a fort évolué au cours des dernières décennies, du sang total, puis du plasma, puis une partie du plasma qu'on obtenait en congelant et décongelant le plasma qu'on appelle le cryoprécipité, et puis récemment, avec les succès de la biotechnologie qu'on va vous illustrer, on a pu produire du facteur 8 synthétique et même le modifier, et alors pouvoir permettre aux patients un traitement préventif. Mais voilà, ça c'est en 1989 une grande année. Une grande année, donc les produits recombinants, c'est-à-dire qui ne sont plus issus de donneurs de plasma. Et ça a été vraiment une révolution compte tenu du contexte dramatique du sang contaminé avec la majorité des patients qui étaient contaminés par l'hépatite C et malheureusement une certaine proportion par le virus du HIV. Et voilà, donc tout ça a permis de faire évoluer les modalités de traitement et ses ambitions. Donc au début, il y a 50, 60 ans d'ici, on traitait les patients ponctuellement quand ils en avaient besoin à l'occasion d'accidents hémorragiques. Et puis avec la révolution thérapeutique, on a pu proposer aux patients des traitements de remplacement, des traitements dits préventifs ou prophylactiques. Et donc on va peut-être un peu rapidement, parce que c'est important de se souvenir du passé pour bien apprécier le présent. Donc, c'est vrai que les objectifs du traitement de l'hémophilie ont évolué de façon significative en plus ou moins 100 ans. Je rappelle que l'espérance de vie des patients hémophiles n'était vraiment pas bonne du tout il y a un siècle et que progressivement, on a d'abord voulu bien sûr qu'ils survivent,
et puis qu'on puisse éviter les hémorragies sévères catastrophiques, faire des interventions chirurgicales, et puis commencer des traitements préventifs pour éviter les saignements dans la vie de tous les jours, avec aujourd'hui comme objectif d'avoir une qualité de vie quasi normale. Alors, le traitement classique de l'hémophilie, ça a été, ou c'est encore pour pas mal de patients, un traitement de substitution, un traitement intraveineux. Donc, on leur donne des concentrés ou du facteur 8, du facteur 9 par des injections intraveineuses, avec quand même pas mal de défis à relever. Au début, ça a été la sécurité de ces produits quand ils venaient du plasma, et puis leur production, et puis quand même la contrainte, parce que c'est lourd quand même le traitement d'un hémophile par des injections récurrentes. Oui, donc vous voyez ici sur la photo, donc ce sont des injections intraveineuses répétées plusieurs fois par semaine afin de maintenir un taux de facteur de coagulation suffisant pour pouvoir limiter ou éviter les saignements spontanés dans la vie de tous les jours. Alors l'objectif pendant longtemps, ça a été de convertir les patients hémophiles sévères en hémophilie modérée, c'est-à-dire de passer de pas du tout de facteur 8 à plus de 1%, 1-2%. Mais ces objectifs sont remplis malheureusement au prix d'injections répétées parce que les facteurs de coagulation, en tout cas ceux qui sont considérés comme à demi-vie standard, eh bien, leur action, vous voyez, est limitée dans le temps et les injections sont répétées tous les 2-3 jours pour pouvoir maintenir cet objectif qui n'est quand même pas formidable. Et donc, on voit, donc, vous devez vous imaginer que un patient hémophile, il y a quelques années d'ici, n'avait d'autre choix que de s'injecter. Donc, à domicile, on lui apprenait à faire ça, du facteur 8, ici, 3 fois, 2 fois par semaine. Donc, c'est quand même extrêmement contraignant avec un comportement quand même particulier. Parce que, et là, la nature nous confronte quand même à des gros défis. Il y a 3 faiblesses au traitement classique. Le premier, c'est qu'il faut le donner par voie intraveineuse. Donc, vous imaginez, chez des petits-enfants, c'est très compliqué. Pendant toute la vie, c'est très contraignant. La deuxième limite, c'est que ces produits sont rapidement éliminés. Donc, vous en donnez du facteur 8 et puis vous le perdez très rapidement parce que la demi-vie est courte. Et puis, le troisième défi, c'est que malheureusement, le facteur 8, quand on n'en produit pas, le système immunitaire ne s'est pas habitué. Donc, quand on vous donne ce traitement, vous le considérez comme étant un corps étranger et vous allez produire des anticorps qui vont compliquer le traitement. Donc, ça, c'est une grosse faiblesse. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ça reste quand même une complication majeure, notamment chez des tout jeunes enfants hémophiles A qui ne produisent pas de facteur 8. Eh bien, quand on leur donne du facteur 8, donc vous imaginez toute la contrainte par voie intraveineuse et tout ça, c'est compliqué. Et puis le risque, c'est qu'ils ne développent des anticorps, des allo-anticorps, qui vont neutraliser le facteur 8 exogène avec des hémorragies très sévères qui vont nécessiter une prise en charge extrêmement complexe sur laquelle on ne va pas s'attarder aujourd'hui. Mais vous imaginez la complexité. Alors évidemment, maintenant, l'ambition, c'est quoi? Alors, l'ambition, évidemment, c'est de devoir s'injecter moins souvent, d'éviter éventuellement les injections intraveineuses et d'éviter la survenue de ces fameux inhibiteurs, les anticorps dirigés contre le facteur V. Il y a un autre objectif aussi, c'est que si on pouvait donner aux patients des traitements qui corrigent le facteur 8 de façon plus durable, voire de façon stable, bah, ça éviterait ces pics et ces chutes et ces valeurs extrêmement très basses qui sont contraignantes. Et donc, c'est pour ça que l'ambition aujourd'hui, c'est plus de dépasser le pourcent, c'est d'aller où? Donc, aujourd'hui, on vise certainement d'être dans les formes modérées, voire les formes mineures d'hémophilie. Et ceci permet aux patients non seulement de ne plus avoir de saignements spontanés dans la vie quotidienne, mais aussi de pouvoir pratiquer davantage d'activités physiques et d'avoir un mode de vie beaucoup plus libéré. Maintenant, ça, ce sont des ambitions, mais est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on peut permettre à un patient hémophile sévère de vivre en permanence avec plus de 10, plus de 20 ou 40%? Ça, c'est quand même un objectif extrêmement ambitieux et jusqu'il y a peu, c'était totalement irréalisable. Mais maintenant, on a quand même une foule de technologies et ça, c'est le succès des dernières années. Plein de stratégies ont été mises en place en produisant des facteurs 8 et 9 synthétiques, en les modifiant, et on va s'attarder sur une molécule qui est très modifiée, et puis d'autres approches pour se dire, bah, c'est quand même très très compliqué de remplacer le facteur 8. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si on ne sait pas le remplacer, on a peut-être des alternatives. Donc, si on ne remplace pas le facteur 8, on peut aussi rebalancer ou moduler la coagulation. Soit on ajoute des médicaments procoagulants, soit on diminue les anticoagulants.
D'autres approches sont aussi de mimer le facteur 8. Donc, on ne donne pas du facteur 8, mais on va donner des anticorps qui vont mimer son action dans la cascade de coagulation pour aboutir à la formation d'un caillot efficace. Et puis, bien sûr, le Graal ultime actuellement, c'est la thérapie génique, donner la capacité au foie de resynthétiser son propre facteur 8 ou son facteur. Donc ça, c'est le décor. On va voir si on y arrive. Alors, quand on regarde tous ces traitements et on essaie un peu de les catégoriser, donc actuellement, et ça c'est une avancée thérapeutique majeure, dans le passé on avait qu'on appelle les thérapies classiques substitutives, on donne du facteur 8 ou 9 modifié, mais alors on a également aujourd'hui une foule de thérapies dites non substitutives, donc on ne donne pas du facteur 8, et ces traitements, ils ont en commun de pouvoir être administrés par voie sous-cutanée. Et puis la thérapie génique, on s'y attardera brièvement. Mais donc peut-être la première chose, c'est comment améliorer le traitement. Une des premières stratégies, ça a été de modifier la pharmacocinétique de ces molécules. Donc, on a essayé de modifier la demi-vie de ces molécules afin de réduire la fréquence des injections et d'avoir une période plus longue au-dessus d'un taux résiduel assez bas, ce qu'on appelle les pics et les vallées. Et donc, par cela, on va avoir non pas 2 injections ou 3 injections par semaine, mais peut-être plutôt 1 ou 2 injections par semaine. On va le voir en termes de technologie, les différentes approches. Oui, parce qu'on voit, hein, ça c'est le comportement classique. Donc si vous donnez à du patient du facteur 8 standard, non modifié, produit synthétiquement, eh bien voilà comment il se comporte. Vous avez un pic et une rapide élimination et puis une valeur basse. Donc de façon plus dynamique, voilà comment ça se comporte. Mais ça veut dire que le patient, oui, il va être très content, il va avoir un pic transitoire, il sera bien protégé, mais rapidement le produit va se dissiper. Heureusement, de nombreux groupes de recherche ont trouvé des astuces pour faire en sorte que la molécule soit plus lentement éliminée. Donc ici, on vous illustre 3 techniques qui permettent d'allonger la demi-vie du facteur 8 et du facteur 9, la fusion à l'albumine qui concerne uniquement le facteur 9, et puis les techniques de pégylation et de fusion au fragment FC des immunoglobulines. Et on le verra sur d'autres dias, mais en termes de demi-vie, pour le facteur 8, on a pu augmenter de 1,5 fois la demi-vie. C'est pas mal, mais c'est pas fantastique. Mais pour le facteur 9, on peut augmenter la demi-vie par 4 ou 5 fois. Et là, il y aura vraiment une implication dans la vie quotidienne pour les patients. Donc ça, on va vous montrer. Donc ici, graphiquement, on voit que en bleu, un facteur 8 modifié. Donc c'est un facteur 8 auquel on a rajouté le fragment FC des immunoglobulines. Il est éliminé plus lentement, mais un peu décevant. Un peu décevant parce qu'en pratique, on diminue d'environ 30% le besoin d'injection. Et ça veut dire que quelqu'un qui faisait 3 injections par semaine va pouvoir réduire les injections à 2 fois. Mais pour un enfant et même des personnes âgées, des personnes avec un accès vasculaire compliqué, ça reste une contrainte importante. Et puis pour pouvoir ne fût-ce que travailler, voyager, c'est quand même compliqué. Donc il y a quelques années, le développement de ce produit et d'autres apparentés a représenté une avancée thérapeutique majeure. Et donc, bon, pour traduire ça dans le quotidien des patients, ça veut dire qu'un patient qui était traité par le facteur 8 classique standard, ben, il devait s'imposer quasi 150 injections par an, vous imaginez. Avec ce nouveau produit modifié, il est, bon, la demi-vie est augmentée un petit peu, mais bon, on passe de 12 heures à plus ou moins 18-19 heures, ben, ça veut dire qu'il fait quand même l'épargne d'un nombre conséquent d'injections intraveineuses, donc il va être traité 80 à 100 fois, ça fait quand même leur bonheur. Oui. Tout à fait. Alors, il y a une autre approche qui a été développée, euh, c'est assez judicieux, hein. Il y a des Japonais qui se sont dit, bah, le facteur 8, c'est compliqué, intraveineux, il est immunogène, il est rapidement éliminé, donc on va développer un anticorps. Et ça, cette diapositive, je crois qu'elle illustre bien comment fonctionne cet anticorps dit bispécifique. Oui. Donc, je vous rappelle que le facteur 8, son rôle, ça va être de mettre ensemble le facteur 9 activé avec le facteur 10 pour activer le facteur 10. Et vous voyez dans la deuxième ligne, cet anticorps bispécifique à 2 têtes qui va remplacer finalement le rôle du facteur 8 en jouant le rôle d'entremetteur entre le facteur 9 activé et le facteur 10 pour activer le facteur 10 et générer de la thrombine. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de génial par le mode d'action, parce que en travaillant comme ceci, il fonctionne pour les patients également qui ont des anticorps dirigés contre le facteur 8, les fameux inhibiteurs.
Cette molécule s'administre de façon sous-cutanée, a une demi-vie très longue, de plusieurs mois, et les injections sont peu fréquentes. Ça varie de une fois par semaine, tous les 15 jours, à une fois par mois. Et donc, graphiquement, enfin visuellement, à quoi ça ressemble? Ben, vous remplacez des injections intraveineuses récurrentes avec des pics et des chutes et des valeurs basses par en fait un niveau constant qui va être obtenu après quelques semaines. Donc on va avoir une phase de mise en charge, on va dire, et puis le patient va maintenir cet anticorps dans le sang. Maintenant, cet anticorps, il est très bon, mais il ne corrige pas complètement l'hémophilie. Non, donc on va se retrouver à des activités équivalentes de 15, peut-être 20% de facteur 8, mais ça vous met donc dans une zone d'hémophilie mineure. Et donc, les patients qui ont besoin de chirurgie, les patients qui ont un accident, vont encore avoir besoin de facteur 8 pour atteindre des pics de 80-100% pour pouvoir gérer les interventions. Mais il faut quand même reconnaître que c'est un beau succès. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des patients qui sont sous cette nouvelle molécule qu'on appelle emicizumab ou Hemlibra. Donc les patients, c'est comme, ils sont plus hémophiles sévères, ils sont hémophiles plus ou moins mineurs. Donc ils sont toujours hémophiles et ça, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Et ponctuellement, en fonction des circonstances, s'ils ont un accident hémorragique inattendu, s'ils ont besoin d'une opération, s'ils s'adonnent à des activités physiques intenses et à risque, on leur donnera du facteur 8. Donc, il combine en fait deux traitements. Alors, cette molécule, elle est quand même révolutionnaire, hein, parce que vous passez d'un traitement intraveineux 3 fois par semaine à une sous-cute, si possible, une fois par mois. Donc, beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de patients d'ailleurs à travers le monde qui ont adhéré. Il faut dire aussi que l'avantage, c'est que cette molécule peut se donner dès les premiers jours de la vie et permet également de commencer la prophylaxie chez des tout petits bébés, ce qui n'était quasi pas possible ou extrêmement complexe auparavant, et sans avoir ce risque de développer les anticorps, les fameux inhibiteurs, dont souffrent une bonne partie des enfants avec hémophilie A sous traitement par facteur B. Donc, bon, dans ce contexte-là, on a des aspirations, hein. Si cette molécule pouvait devenir une molécule essentielle, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, ce serait pas mal. Et c'est pour ça qu'on avait, il y a quelque temps, publié cet article, ce plaidoyer en faveur de cette molécule. Alors, cette molécule, bon, elle est une molécule précurseur dans une nouvelle classe thérapeutique. Bon, vous devez savoir que les anticorps dits bispécifiques connaissent énormément de succès en médecine parce que c'est formidable ce que ces molécules permettent. Elles permettent ici de remplacer le facteur 8, valorisant sa fonction de cofacteur, et il y a d'autres molécules qui sont actuellement en train d'être développées, qui devraient également être extrêmement efficaces et peut-être même, on a l'espoir, corriger peut-être la coagulation. Alors évidemment, ça promet quand même pas mal de choses, ça, d'avoir cette molécule. Mais d'un point de vue pratique, comme on peut le voir, les injections sont beaucoup moins fréquentes. Donc, on passe d'avec les facteurs 8 à longue demi-vie d'une centaine d'injections intraveineuses par an, ici à des injections tout d'abord sous-cutanées et ensuite peu fréquentes, de une fois par semaine à une fois par mois. Donc, c'est vraiment une révolution. C'est une révolution. Alors, bah, c'est bien cette molécule, mais ce n'est pas du facteur 8. Or, du facteur 8, bah, c'est peut-être bien d'être traité par du facteur 8. Donc, il y a des équipes qui se sont attelées à modifier encore davantage le facteur 8 pour faire en sorte que cette molécule reste bien plus longtemps dans le sang. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le facteur 8 ultra long. Alors je ne vais pas rentrer dans des détails de biochimie, mais il y a quand même beaucoup d'ingéniosité derrière tout ça. Il y a des chercheurs qui ont pris le facteur 8 et qui l'ont modifié de façon fondamentale pour ralentir son élimination, donc en le fusionnant au fragment FC des immunoglobulines. Donc ça permet d'allonger la molécule de façon considérable, en y rajoutant d'autres substances, je ne vais pas m'attarder dessus, et encore, et ça c'est important, en déconnectant, en faisant en sorte que ce facteur 8 ne s'associe plus dans le sang au facteur von Willebrand. Parce que pourquoi est-ce qu'on ne savait pas allonger la demi-vie du facteur 8? Eh bien, c'est parce que la demi-vie de ce facteur 8 était chaque fois conditionnée par celle du facteur vibrant qui circule dans le sang. Donc ici, ils ont été rajoutés ce petit fragment qu'on appelle D'3. C'est un petit morceau du vibrant qui fait que cette molécule, eh bien, elle porte en son sein un petit fragment du facteur vibrant et elle ne doit plus être transportée par le facteur vibrant. Alors ça marche? Alors ça marche, vous le voyez ici dans les résultats des études cliniques, sur la courbe en bleu ciel, eh bien, la durée d'action du facteur 8 va être extrêmement prolongée. Et ce qui est intéressant, c'est que
à 7 jours, on est encore à 17% d'activité résiduelle du facteur 8. Donc, en pratique, cela veut dire qu'en faisant une injection par semaine, on est en permanence au-dessus de 10%. Et donc, on est dans une catégorie d'hémophilie mineure en permanence. Et surtout, on a beaucoup moins de périodes d'air sous la courbe. Et vous voyez sur la ligne noire la demi-vie d'un facteur 8 classique et la grande différence aussi des périodes d'air sous la courbe. Donc, l'air sous la courbe, c'est la période durant laquelle on est bien protégé contre les saignements. Et on passe aussi plusieurs jours avec des valeurs qui sont quasi normales. Donc ça, c'est quand même génial, hein. Donc vous êtes hémophile et pendant 4 jours, jusqu'au jour 5, vous êtes au-dessus de 38%. 38%, vous n'êtes plus hémophile, hein. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est quand même un gros succès. Et alors, il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour cette molécule. Euh, on a même écrit que c'était un bijou, un bijou de technologie, que d'avoir développé ça. Il a fallu des années, des décennies de recherche pour y arriver. Et donc cette molécule, on attend son arrivée en Belgique, elle devrait révolutionner la prise en charge des patients. On appelle ça Altuvio, donc, ou Altuvoct, enfin des noms commerciaux. Et donc cette molécule a quand même le bénéfice de pouvoir être administrée une fois par semaine avec les résultats qu'on a partagés avec vous. Donc, si on se met dans la perspective que traiter les patients hémophiles, c'est d'améliorer et de, si possible, corriger leur hémophilie le plus possible et les amener dans des zones de concentration qui sont proches de la normale, eh bien, on a dit dans le passé, yes, we can, ben, ici, on peut. Oui, tout à fait. Donc, on peut voir qu'on a de loin dépassé les ambitions initiales de convertir les hémophiles sévères en modérés. On est certainement dans des formes légères, voire une coagulation normalisée pendant les quelques jours qui suivent l'injection, et ça va vraiment changer la donne. Alors, il y a une autre approche, je ne vais pas m'attarder trop longtemps dessus parce que ce pas des molécules qui sont déjà commercialisées, mais c'est quand même extrêmement judicieux. Il y a des personnes qui ont eu l'idée, ah oui, quand on est hémophile, la coagulation ne fonctionne pas bien et on ne génère pas assez de thrombine. Bon, je suis sûr que dans votre pratique, vous voyez beaucoup de patients qui font des thromboses et qui produisent trop de thrombine. Ici, on s'intéresse à des patients qui ne produisent pas assez de thrombine. Et certains se sont dit, est-ce qu'il n'est pas possible de générer de la thrombine sans donner du facteur 8 à des hémophiles? Eh bien oui, ça c'est une autre approche. Et pour ce faire, eh bien, au lieu de remplacer le facteur 8 qui manque, on va agir sur les freins de la coagulation. Et ces freins, il y en a plusieurs. Il y a l'antithrombine, il y a la protéine C activée, il y a le TFPI. Ça, ce n'est pas des choses qu'on mesure en routine clinique, mais ce sont des cibles, c'est-à-dire c'est tous des freins. Donc, si vous bloquez les freins, le processus central va être dynamisé et les patients vont générer plus de thrombine. Alors, pour ce faire, on a actuellement, on ne va pas s'attarder trop longtemps, c'est assez complexe, mais on a 3 approches. On a 3 approches, donc inhiber l'antithrombine, le TFPI ou la protéine C activée. Alors ces molécules, elles ont l'avantage de se donner par voie sous-cutanée, certaines beaucoup moins souvent comme le fitusiran, d'autres plus fréquemment. La difficulté est parfois de monitorer leur effet parce qu'on doit se baser sur des tests qui sont totalement différents de ceux qu'on a dans notre pratique quotidienne. Et évidemment, la crainte, c'est toujours lorsqu'on modifie les freins de la coagulation, est-ce qu'on ne risque quand même pas de générer un caillot et d'avoir des complications thrombotiques? Donc, il y a beaucoup de recherches dans le domaine pour trouver la dose adéquate pour éviter les complications thrombotiques et assurer une bonne protection contre les saignements. Alors, une dernière approche, c'est plus ambitieuse encore, c'est la thérapie génique. C'est de se dire, bah, les patients hémophiles ont une erreur génétique, leur gène du facteur 8 contient une erreur génétique qui les empêche de produire le facteur. Alors ça, c'est extrêmement ambitieux. Donc le facteur 8, il est produit par le foie, les cellules du foie, les cellules sinusoïdales du foie. Et donc on se dit, ben, est-ce qu'on ne peut pas demander au foie de produire le facteur 8? Alors c'est quelque chose d'ambitieux. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Donc il y a une technologie qui a été mise au point. Donc on va prendre des virus qu'on va utiliser comme vecteurs. Et ces virus, on va les utiliser pour transporter le gène du facteur 8 qu'on a pu caser dedans. On a dû un peu le travailler, ce gène, et puis on va donner, administrer au patient par voie intraveineuse des millions de particules ou des milliards de particules virales. On prend un virus qui a un tropisme hépatique, et puis arrivé au contact des cellules du foie, ben, ce virus, il n'attend qu'une chose, il va rentrer dans les cellules du foie, et il va y libérer son matériel génétique, et ce matériel génétique va être valorisé pour produire du facteur 8. Donc ça, le principe, ben, c'est pas mal, c'est extrêmement attractif. Est-ce que ça fonctionne? Oui, mais c'est quand même fort différent entre l'hémophilie A et l'hémophilie B, en fait.
Oui, donc d'abord, la mutation responsable de l'hémophilie A est beaucoup plus complexe que celle de l'hémophilie B. Vous pouvez voir la taille du gène, évidemment. Et donc, le développement des traitements pour l'hémophilie B est clairement a pris de l'avance par rapport à l'hémophilie A. Euh, D'autre part, la source dans laquelle le facteur 8 est produit est différente. On l'a déjà dit, ce sont les cellules sinusoïdales par rapport aux hépatocytes pour le facteur 9. Alors, on a pu, en plus pour le facteur 9, injecter le gène du facteur 9 PADOA modifié qui permet d'atteindre des taux beaucoup plus importants. Donc, il est clair, donc, la thérapie génique de l'hémophilie A, oui, ça fonctionne. Et donc, le but, donc, si on compare, on remet un petit peu, on recadre un peu tout ce dont on a parlé, donc, soit des thérapies qu'on donne ponctuellement, qui ont une courte demi-vie, soit des traitements avec des plus longues demi-vies, soit la thérapie génique. Alors, la thérapie génique, elle est à droite de la diapositive. Ça, c'est ce qui peut se concrétiser chez certains patients, mais pas toujours, hein. Donc, il y a peut-être beaucoup de personnes qui seraient éventuellement candidates, mais en fin de processus de sélection et quand ça fonctionne bien. Donc, ça fonctionne, la thérapie génique. Moi, je compare ça parfois au voyage sur la Lune. Donc, oui, c'est réalisable. On a prouvé que l'être humain peut aller sur la Lune, mais la surface de la Lune n'est pas la prochaine destination de vacances pour la plupart d'entre nous. Et en plus, il y a énormément de variations. La durabilité est mise en jeu. Elle n'est pas formelle pour tout le monde ne peut pas y participer, on ne peut pas retraiter. Donc pour l'hémophilie A, même s'il y a eu des grandes études, et il y a des patients qui ont bien répondu et qui sont aujourd'hui traités de leur hémophilie, ça reste quand même une thérapie d'exception. Alors, il y a d'autres points quand même. Il nous reste encore quelques minutes qu'on voudrait partager avec vous. Donc, on vous a montré les grands développements, mais euh, et toi, Catherine, en particulier, tu as quand même un grand intérêt pour ce qui se passe dans d'autres pays. Tu as réalisé ta thèse en Afrique. Donc, il y a deux planètes sur Madía. Oui, donc il y a des grandes disparités, évidemment, dans la population et dans la communauté hémophile. Tout d'abord, le problème de l'identification et du diagnostic des patients. Donc, il faut savoir que environ 2 tiers, voire 70% des patients ne sont pas diagnostiqués dans les pays avec des ressources limitées et que lorsque leur hémophilie est diagnostiquée, malheureusement, ils sont un peu dans la situation que nous avions il y a plus de 50 ans avec des patients qui saignent beaucoup et qui n'ont pas accès au traitement et qui ont un risque de décès précoce dans la vie suite au saignement. Et donc, vous voyez dans le bas de la diapositive le logo de la WFH, la Fédération mondiale de l'hémophilie, extrêmement active. Je vous invite à aller visiter le site internet de cette fédération unique qui regroupe toutes les associations de patients hémophiles à travers le monde. C'est une initiative qui, à ma connaissance, n'a pas d'égal et qui fait tout pour mobiliser l'ensemble des partenaires pour améliorer la prise en charge des hémophiles à travers le monde. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, évidemment, traiter un hémophile et lui donner accès à des traitements qui sont coûteux, oui, ça nécessite beaucoup de choses. Ça nécessite que la maladie soit connue, en tout cas qu'on sache reconnaître l'hémophilie. Et on se félicite que vous soyez nombreux à participer à ce webinaire. Donc, c'est important de connaître l'hémophilie et aussi de transmettre quand même une image beaucoup plus positive. C'est aussi l'expertise médicale. C'est une maladie rare. Donc, il est clair que les patients vont devoir être pris en charge dans des centres d'expertise, mais c'est quand même tous les professionnels de santé qui doivent contribuer, qui doivent aider pour bien prendre en charge ces patients. Les laboratoires sont critiques, il faut doser les facteurs, c'est pas facile, il faut des techniques de plus en plus sophistiquées. Il faut évidemment le financement. Donc on a la chance de vivre dans un pays avec un système social extrêmement avancé, altruiste. C'est important parce que sinon on ne sait pas payer ses traitements. Donc personne ne pourrait payer le coût de son traitement. Il faut une infrastructure de soins qui supporte cela. Et il faut évidemment que les traitements ils soient disponibles et ils soient bien utilisés. Et puis, il y a d'autres foules de raisons. Et donc, oui, l'hémophilie, c'est coûteux. Oui, l'hémophilie, ce sont des traitements qui sont très coûteux et donc d'où l'importance de continuer à collecter des données pour démontrer que c'est un investissement, certes, mais c'est un investissement qui vaut la peine, qui change la vie des gens, qui va permettre aux patients de s'impliquer activement dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Et donc, il est vraiment crucial aujourd'hui de pouvoir donner des traitements les plus efficaces possibles et les moins contraignants pour justement permettre aux patients de mener une vie normale. Et ce qu'on partage avec vous, c'est vrai pour une foule de maladies. Quand on voit l'explosion des coûts
de santé, notamment les traitements des maladies rares. Donc, il est de notre responsabilité, à tous et tous, de collecter des données qui démontrent l'efficacité, la sécurité des traitements et les patients doivent être partenaires de ce processus parce que de plus en plus, on a besoin de données issues des patients qui démontrent cela. Et aussi, quand même, un point important, c'est que, je ne sais pas, la perception, la connaissance que vous avez de l'hémophilie, qui est parfois très négative, hein, c'est une maladie qui, bon, si elle a connu tous ces développements, c'est peut-être aussi parce que elle a été associée à de tels drames, elle a été connue dans l'histoire, il y a eu le sang contaminé et tout ça. Donc, on est peut-être nombreuses et nombreux à avoir quand même une perception d'une maladie qui est fatale, qui n'est pas contrôlable, qui est difficile à traiter, avec des conséquences irréversibles, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où, lorsqu'un un petit enfant hémophile arrive dans une famille, on peut rassurer les parents, on peut leur expliquer qu'aujourd'hui, les traitements sont sécures, que l'enfant va pouvoir tout à fait se développer normalement, qu'il a beaucoup de chances de ne pas avoir de complications comme des hémorragies récurrentes et qu'on ne va pas le limiter en permanence. Donc ça, c'est vraiment important aujourd'hui. Et même nos patients qui sont plus âgés, tous ces nouveaux traitements, certes, ne vont peut-être pas modifier l'handicap dont ils souffrent s'ils ont une arthropathie avancée. On n'en a pas tellement parlé aujourd'hui, mais le contrôle des douleurs chroniques, eh bien, avec ces nouveaux traitements qui vont prévenir les micro-saignements, les patients vont également avoir moins de douleurs et ça, c'est très important. Et comme vous le disiez, en Belgique, il y a plusieurs milliers de femmes qui sont porteuses conductrices de cette maladie. Certaines sont susceptibles d'avoir des enfants et donc il est important de les informer de ces innovations thérapeutiques. Et je ne résiste pas à la tentation des passionnés d'hémophilie et une des références pour nous, c'est ce livre d'un médecin anglais, Peter Jones, Living with Hemophilia. C'est un livre qui a été publié à de multiples occasions, mais la dernière édition remonte de 2002, mais personnellement, j'ai pris la liberté de modifier un peu la couverture parce que en 2024, je crois que pas mal de patients peuvent vivre libérés physiquement et mentalement de l'hémophilie. Peut-être pas totalement, mais en grande partie. Et donc, ce livre de Peter Jones, et je ne sais pas si Peter Jones est toujours là, mais je crois qu'il a du travail à faire, c'est de réactualiser ce livre. Et puis, il y a un autre concept aussi, c'est de oui, c'est quand on, et ça c'est quelque chose qu'on voit dans une foule de maladies rares en 2024, c'est que oui, on améliore les patients, mais on leur donne des traitements qui permettent vraiment une libération. Oui, donc ne pas devoir penser chaque semaine à son injection intraveineuse, ne pas être bloqué dans ses activités parce qu'on a des saignements, ne pas devoir se battre avec la présence d'inhibiteurs, ne pas s'inquiéter de savoir si on risque d'être contaminé par un agent pathogène à chaque fois qu'on fait un traitement. Eh bien, toutes ces évolutions technologiques et thérapeutiques permettent progressivement aux patients de penser à d'autres choses et des choses en tout cas plus positives dans sa vie. Si. Bon alors, ça c'est une dia qui va quasi conclure, hein, mais donc on a essayé de vous faire comprendre que bon, l'hémophilie sévère, sévère A est une entité dramatique, hein, puisque vous saignez tout le temps, et pendant des décennies, l'objectif était de convertir cette hémophilie sévère en une forme modérée. On y est arrivé, et donc ça change la vie. Et il faut reconnaître qu'à l'échelle de la planète, il y a des centaines de milliers de patients qui n'ont même pas accès aux traitements de base, rien du tout. Mais avec les traitements les plus récents, oui, on a pu améliorer la situation, mais il faut reconnaître qu'avec les nouveaux traitements, notamment l'anticorps bispécifique dont on vous a parlé, et surtout ce facteur 8 à très longue demi-vie qu'on peut donner une fois par semaine, oui, il impose une injection intraveineuse une fois par semaine, mais il permet de corriger le facteur 8 dans la zone normale pour plusieurs jours. C'est quand même quelque chose de fabuleux. Et chez certains patients traités par thérapie génique, il n'y en a pas beaucoup, avec succès, et quasi tous les patients qu'on pourra traiter avec ce facteur 8 à longue demi-vie, ben là, on peut leur garantir une normalisation de la coagulation, et ça, c'est pas mal du tout. Donc ça, c'est pour un peu planter le décor et partager avec vous quand même ce qu'on a pu offrir aux patients. Maintenant, soyons réalistes, hein, on n'a pas encore de traitement qui traite tous les patients et qui les guérit. Oui, donc on est de toute façon toujours dans un traitement de substitution ou de modification de la coagulation, mais on ne parle pas encore de guérison de l'hémophilie. Euh, Non, c'est vraiment quelque chose qui est individualisé aussi au cas par cas. Tout le monde ne va pas avoir recours au même traitement
Et une grande partie d'ailleurs aujourd'hui de la consultation est dédiée à l'explication, à la discussion et aux nouveaux traitements possibles. Et les choix des traitements vont essentiellement être basés, bien sûr, sur les préférences et les attentes de nos patients en tenant compte de l'information qu'on peut leur fournir. Voilà. Alors, je voudrais particulièrement remercier le soutien éducationnel de la société SOBI qui nous a permis d'organiser ce deuxième webinaire. Je vous rappelle qu'on avait eu un premier webinaire il y a quelques mois pour un peu planter le décor de la coagulation et de sa complexité. Et ce deuxième est dans la continuité en partageant ce qui s'est passé dans le domaine de l'hémophilie A, le facteur 8, mais dans 2, 3 semaines, on reviendra sur l'hémophilie B, où les progrès sont différents, mais aussi stimulants, et on vous illustrera comment ils peuvent s'appliquer à d'autres maladies. Alors, avant de passer aux questions, donc je sais que l'accréditation est importante, donc je vous invite à scanner ce QR code qui est disponible ici. Vous le scannez avec votre téléphone, et ce faisant, vous pourrez donc faire le nécessaire pour tout ce qui est accréditation. Si vous avez un souci technique, vous n'hésitez pas à envoyer un petit message à Isabelle Istas. Alors, on va également vous copier, on est en train de le faire. Donc, on va vous copier dans le chat un lien Internet. Si vous n'avez pas de téléphone sous la main, si votre portable n'est pas sous la main, ou si la caméra ne fonctionne pas pour scanner ce QR code. Donc, voilà. Donc, je vous le laisse. Je vais y revenir. Donc, ça, c'est pour vous dire que en date du 18 décembre, on reviendra avec vous avec un exposé un peu du même acabit sur l'hémophilie B, mais vous verrez, c'est différent, c'est pas la même chose. Je reviens sur le QR code et nous avons un peu de temps pour prendre des questions. Donc, il est 19h51. Comme à l'ordinaire, on essaye d'être le plus ponctuel possible. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les communiquer. Alors, on a une question ici euh, du professeur Weckmans qui nous demande de parler un peu de l'hémophilie A acquise. Oui, on s'est focalisé sur l'hémophilie congénitale, mais quelle que soit votre spécialité, vous devez connaître cette entité qu'on appelle l'hémophilie A acquise. C'est un peu particulier. Hein, Catherine, ce sont des patients qui vont se présenter avec des saignements, et des saignements importants. Oui, donc ce sont des patients qui n'ont pas présenté de saignement jusqu'au moment du diagnostic et qui un jour vont développer des saignements importants, mais différents. Ce sont souvent des saignements superficiels au niveau de la peau, au niveau des hématomes en nappe. Parfois, la moitié du corps est bleu. Et ce sont des patients chez qui, lorsqu'on fait une prise de sang, on va de nouveau avoir cet APTT, ce TCA extrêmement prolongé. Mais la différence avec l'hémophilie congénitale, c'est lorsqu'on va mélanger le plasma de ces patients avec un plasma témoin, eh bien, il ne va pas y avoir de normalisation du TCA, de la PTT. Donc, ce sont des gens qui sont nés sans hémophilie, qui avaient un facteur 8 tout à fait normal jusqu'au moment du diagnostic. Alors, les raisons d'apparition de cet auto-anticorps qui va cibler le facteur 8 sont diverses. Ça peut être un cancer, ça peut être une maladie auto-immunitaire et dans un certain pourcentage, même la moitié de nos patients, on ne trouvera pas l'explication. Ce sont souvent des patients âgés chez qui ceci ça se développe. Mais j'insiste vraiment sur l'importance d'y penser et de faire un diagnostic rapide parce que malheureusement, le pronostic vital de ces patients est souvent mis en jeu. Donc, un APTT prolongé ne doit jamais être banalisé. Oui, ça c'est le message important. Hein. Donc, je me permets de le rappeler, mais vous avez un patient qui a des hématomes, des signes hémorragiques un peu inhabituels. Regardez le TCA. Si ce TCA est trop long et s'il est confirmé, pensez à l'hémophilie A acquise. Mais nos collègues de la KU Leuven nous ont dit que récemment, donc c'est pas toujours chez les vieux, hein. Il y a une dame qui a accouché il y a peu de temps et en postpartum, elle a présenté des saignements inhabituels, certes des saignements gynécologiques, mais également des hématomes superficiels. Et quelqu'un a fait un bilan d'hémostase à minima, hein, mesurer le TCA, le temps de prothrombine, le fibri, sont tombés sur un TCA très allongé qui a évoqué cette entité qu'on appelle l'hémophilie A acquise. Et donc là, on a de nouveaux traitements. Donc ces patients, vous devez les référer dans des centres d'expertise, mais les traitements qu'on a partagés avec vous, notamment ce fameux anticorps bispécifique, l'hémicizumab, l'Hemlibra, une belle opportunité.
Oui, parce que comme on vous l'a expliqué dans le mode de fonctionnement, il mime l'action du facteur VIII, mais ce n'est pas du facteur VIII. Ça veut dire que tant les autos que les allo-anticorps ne vont pas entraîner de perturbation de son fonctionnement. Donc, il va restaurer la coagulation chez les hémophiles héréditaires, mais aussi en cas d'hémophilie acquise. Voilà. Ben là, je ne vois plus de questions. Alors, je vais parcourir les dernières dias. Donc, on vous invite donc pour un prochain webinaire. Donc, à propos de la coagulation, vous me direz c'est rare, oui, mais notre vigilance, elle est requise, hein. Il faut qu'on connaisse un peu ces maladies. Donc, je crois qu'il est toujours utile de connaître un peu de ces maladies rares. Alors, bon, je vous invite à nouveau à découvrir notre vue, à nous suivre sur LinkedIn. Alors, un exposé peut-être plus général et plus proche de nous. C'est un webinaire à propos de la maladie rénale chronique dans le diabète de type 2, du dépistage à la prise en charge. Et là, je suis sûr que vous allez de nouveau être des centaines à vous inscrire et à nouveau peut-être 200 ou 250 à nous suivre pour ce webinaire qui est planifié pour le 2 décembre, qui sera donné par nos experts du service de néphrologie, le professeur Nathalie Demoulin et le docteur Fabien Lurquin. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera passionnant. Et ça, c'est pour le 2 décembre. Et comme chaque fois, l'accréditation. Et s'il vous manque des points d'accréditation, c'est toujours bon, mais pour améliorer vos connaissances médicales, je suis sûr que c'est bon aussi. Alors, je crois que je regarde si on n'a pas d'autres questions. Mais sinon, ben, Catherine et moi, on vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez donnée de partager votre intérêt avec nous. Si vous avez des patients hémophiles, vous êtes en difficulté, ces patients ne seront pas suivis dans des centres, ben, c'est l'occasion de nous contacter. Voilà, et en tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée et on se revoit très bientôt pour le topic de l'hémophilie B. À bientôt, bonne soirée. Merci, au revoir.